Je suis dans la joie d'être encore avec vous. Euh, je suis venu pour répondre aux questions. Les questions que les followers m'ont posées par rapport à la situation de la guerre. Bon, écoutez, moi je ne travaille pas à la présidence. Je vous ai toujours dit. Mais par rapport aux éléments que nous avons, nous pouvons faire des analyses. La première question, qu'est-ce que Cyril Ramaphosa est venu faire au Congo? Officiellement, il est venu pour 2 ou 3 problèmes. Le premier problème, c'est le problème d'Ebola. Le deuxième problème, c'est de voir qu'est-ce qui se passe avec nos migrants qui sont en Afrique du Sud. Et le troisième problème, c'est un problème secret. Allons, entrons dans les analyses. Est-ce que vous savez que le Wazalendo aurait attrapé des soldats français à Minembwe et même d'autres aussi à Roubaïa? Est-ce que vous le savez? Macron l'a envoyé pour le premier dossier. Macron l'aurait envoyé pour plaider pour ça. Le deuxième dossier, Macron l'aurait envoyé, le président français, il aurait envoyé Ramaphosa pour plaider pour Kagame. Je sais que les Congolais pensent que Kagame est encore fort. Non. Kagame est ce genre de président qui physiquement, il vous montre qu'il est fort, il sourit, mais dans l'intérieur, il est en train de souffrir et il a peur. Au fait, c'est quelqu'un qui a réussi à cacher sa peur, à cacher son humiliation, son échec. Il est fort dans ça. Il peut facilement cacher au monde entier qu'il est en train de souffrir. Mais la nuit, il envoie des gens pour supplier et pour plaider. Ramaphosa est venu pour faire entendre la voix de Macron et de Kagame auprès de Félix pour lui dire que non, bon, écoutez, monsieur le président Félix, nous savons, mais est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu ne peux pas? Il y a des soldats français. Est-ce que tu ne peux éviter un peu de publier ça parce que ça risque de créer beaucoup de problèmes à Macron? Peut-être négocier. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? Il ne faut pas que le monde sache que la France est dedans. Ça, c'est moi, hein, je pense à ça. Parce que je connais. Mais un autre problème pour lequel l'Afrique du Sud peut se retrouver à Kinshasa, ce sont des intérêts avec Inga. Vous avez appris que les Sud-Africains sont en train de chasser les Congolais et les gens de toutes les autres nations en Afrique du Sud. Tout le monde a appris ça, n'est-ce pas? Maintenant, or, l'Afrique du Sud a un très grand intérêt qui l'attend du Congo. Un très grand intérêt, beaucoup d'investissements, notamment les barrages d'Inga pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud espère beaucoup que d'une fois que le Congo a fait son barrage, l'Afrique du Sud profiterait d'une très grande capacité d'électricité. Mais voilà que les Sud-Africains se retrouvent en train de chasser les Congolais. Est-ce que demain, les Congolais pourront-ils accepter les investissements sud-africains? On parle de Vodacom, on parle de MTN, et on parle de beaucoup d'entreprises sud-africaines qui sont en Afrique. Est-ce que certains pays africains ne vont-ils pas refuser ces entreprises-là venir chez nous au Congo? C'est juste une pensée. On ne sait pas. C'est possible. Mais moi, je pense que Ramaphosa est venu avec un message d'Emmanuel Macron. Il est venu pour calmer Tshisekedi à ne pas publier les soldats. De garder cette histoire de soldats secrètes. Je pense, à mon avis. Il est venu avec un message. Le reste, c'est les protocoles. Ebola et tout ça. Comment vous allez parler d'Ebola alors qu'on est en train de chasser les gens en Afrique du Sud? On chasse les gens en Afrique du Sud. Vous parlez d'Ebola, oui, c'est bien, mais les gens, nos frères, sont chassés en Afrique du Sud. Qu'est-ce que toi tu dis, toi, le président sud-africain? Il fallait qu'il nous donne des explications. Les gens la deuxième question qu'on m'a posée, c'est la situation du 15. Est-ce que réellement les Rwandais quitteront les 15 à Goma et à Bukavu, vont-ils laisser? Bon, peut-être qu'ils ne quitteront pas. Mais le grand problème, c'est la conséquence. Les Américains sont très malins. Vous avez suivi la réunion d'Africom.
Africom a réuni les chefs d'état-major, je crois, des pays des Grands Lacs, ou même des pays africains, à Luanda. Pourquoi on a exclu Kagame? C'est un message. Au fait, en réalité, ce que je dois dire aux Congolais, la guerre actuelle, elle ne se passe plus entre Kinshasa et Kagame. Je vous ai déjà dit ça. La guerre actuelle, c'est entre la Chine et les États-Unis, mais au Congo. La Chine et l'Union européenne, mais au Congo. Donc, la Chine, l'Union européenne combattent les Américains au Congo, en RDC. C'est ça la guerre qui se trouve là. Chacun est en train de négocier sa part. Comment est-ce que je vais me retrouver dans cette guerre? Comment est-ce que je vais me retrouver moi aussi dans cette situation? Chacun est en train de négocier ce qui est à lui. Mais en attendant, le peuple est en train de mourir. Que fait le gouvernement? Le gouvernement est-il lâche? Le gouvernement ne peut pas bloquer l'espace aérien. Ce que je sais, depuis que nous avons connu le président Félix Tshisekedi, il fait les choses bien. C'est tout ce que je veux vous dire. Il fait les choses bien, pas avec précipitation. Il ne fait pas les choses avec précipitation. Mais pasteur, les gens meurent. Oui, les gens doivent mourir. Vous savez, certaines personnes, par exemple nous les Congolais là, pour que vraiment nous puissions changer de mentalité, il faudra un événement grand qui nous arrive. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple du Kivu, de Goma, de Bukavu et tout ça, je crois qu'ils n'auront plus la même sympathie qu'ils avaient avant vis-à-vis de Rwandais. Dieu nous a ouvert les yeux sur nos voisins, à savoir comment nous comporter avec les voisins. Au début de la guerre, le peuple de Goma et de Bukavu, quand ils voyaient Tshisekedi, ils disaient que non, ce monsieur c'est un distrait et tout ça. Beaucoup de gens, ils n'acceptaient pas Tshisekedi. Ce que Tshisekedi disait aux gens, beaucoup de gens n'acceptaient pas. Beaucoup de gens ne croyaient pas. Aujourd'hui, ce que Félix disait des Rwandais, même à Goma, vous demandez à un bébé, à un petit enfant, il vous dira que non, Tshisekedi a raison. Tshisekedi a raison. Parfois même certains Rwandais commencent à accepter que non, ce que Tshisekedi disait, il avait raison par rapport à Kagame. C'est un Hitler. Ah, un président, comment est-ce qu'il peut injurier quelqu'un comme ça? Un président, c'est l'élégance. Quand Kagame injurie Félix d'idiot, c'est l'élégance. Vous vous félicitez Kagame, non, d'être le meilleur président. Mais combien de fois il a traité Félix d'idiot? Vous comprenez? La deuxième chose, l'autre question qu'on m'a posée, c'est la question de Kabila. Au fait, ne vous en faites pas. Je reviens toujours à ce que Perrault Louara a dit. Il dit, quand vous voyez ces Américains commencer à faire des histoires d'enquête et d'enquête, sachez qu'on est en train de préparer à arrêter quelqu'un. Ne vous en faites pas, mes frères. Kabila sera maîtrisable. On est en train de tout préparer pour l'arrêter. Parce qu'on sait qu'il a beaucoup d'argent. On va l'arrêter. Ne vous en faites pas, ne rêvez même pas, on va arrêter Kabila. On va l'arrêter. On va arrêter Nanga, on va arrêter Kagame, ils seront arrêtés. Mais les choses, pourquoi Félix Tshisekedi n'a attendu que ce moment pour envoyer la plainte à la Cour internationale de justice? Pourquoi? On va les arrêter. La dernière chose, qui est une très bonne nouvelle, qui peut aujourd'hui même permettre à la RDC de déclencher une guerre contre le Rwanda, en collaboration avec le Burundi. La dernière nouvelle, c'est l'argument que le Rwanda a utilisé pour attaquer la RDC. L'ONU vient de confirmer que les FDLR ne représentent aucune menace pour le Rwanda. C'est-à-dire, toute la présence rwandaise, aujourd'hui, elle est condamnable en RDC. Les FDLR ne représentent aucune menace. C'était l'argument principal du Rwanda qui vient de tomber sur les yeux de la communauté internationale. À partir de maintenant, tous les soldats qui sont au Rwanda, au Congo, pour raison des FDLR ou bien pour des mesures sécuritaires, leurs arguments est passé d'un argument de mesures défensives à un argument de vol et de pillage de minerais. Le reste, vous savez ce qui va se passer. Le Rwanda va finir sa vie en payant la dette de la RDC. Aujourd'hui, on n'a pas encore parlé. Vous êtes en train de voir les dossiers aller très lentement. Parce que nous sommes pressés, évidemment. Patientez. Le Rwanda va finir toute sa vie à payer la dette de la RDC. Parce que bientôt, nous allons gagner les procès. Félix sera le chef de la communauté du Conseil de sécurité. Il va faire 1 mois là-bas. Nous allons gagner plusieurs procès. Le Rwanda va payer. Quant à la guerre, ne vous en faites pas. Nous sommes très forts et très puissants de faire tout ce que nous pouvons faire.
Mais nous sommes en train d'accélérer de notre côté les dossiers de la justice. C'est pourquoi on calme les jeux. Mais attendez, comme on a épuisé les derniers dossiers qui étaient les FDLR et que la communauté internationale a reconnu que le Rwanda est en train d'agresser la RDC, ce ne sont pas des mesures défensives. Alors là, le président Félix a un faveur de faire ce qu'il peut faire. Moi, je suis pasteur, je ne veux pas encourager la guerre. Mais en matière de légitime défense, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais ce soir plaider pour la jeunesse katangaise. Est-ce que je dois de plaider pour cette jeunesse? Oui, ce sont des Congolais. Je dois plaider pour cette jeunesse et je dois m'en prendre aux politiciens katangais. Il faut que je vous dise la vérité, vous êtes très égoïstes. Ça, je dois être sincère avec vous. Les politiciens katangais sont très égoïstes. Presque la majorité de tous les politiciens katangais. Vous n'utilisez le peuple que pour vos propres intérêts. Vous ne pensez jamais à l'avenir de la jeunesse katangaise. Quand vous êtes dans des débats sur les réseaux sociaux et que vous voyez la réaction de plusieurs katangais, ils sont beaucoup plus dans les débats des hommes, les insultes. Mais c'est difficile qu'ils puissent argumenter. Je ne dis pas tous les katangais, mais la jeunesse katangaise en général. Quand je vois des insultes qu'ils profèrent, vous pouvez aujourd'hui répertorier la majorité d'insultes qui sont sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver que la jeunesse katangaise, elle est là. Elle est abandonnée à elle-même. Pourquoi? Les politiciens katangais sont très égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux et non à la jeunesse. Vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver un politicien katangais qui rêve à devenir président. C'est très difficile. C'est-à-dire, on doit garder les statu quo. Moïse Katumbi, Kabila et tout ça. Donc, au Katanga, là, il n'y a pas de jeunes qui peuvent émerger. Il faudra seulement qu'on revienne à Kabila. Donc, vous ne pouvez pas faire émerger les jeunes. Tchumbakoumouaza est parti. La même lutte de Tchombe continue jusqu'aujourd'hui. La même lutte que Tchumbakoumouaza avait, les Kassaï et tout ça, tout ce que Tchombe, tout le temps là, les Sendoué avaient, c'est cette même lutte que la jeunesse katangaise continue. Et pourtant, cette jeunesse katangaise pouvait s'imposer sur le niveau des minéraux, amener un débat très haut. Par exemple, la RDC profite de nos minéraux, toute la RDC, mais il n'y a pas d'école, il n'y a pas ceci. Ils pouvaient se révolter pour ça, mettre une pression. Non, monsieur le président, nous, on ne se retrouve pas. Le président pouvait les écouter, élever un peu le débat pour que les jeunes se retrouvent. Non, les jeunes sont utilisés pour des politiciens, par des politiciens, soit pour avoir le pouvoir, soit pour avoir ceci, soit... C'est-à-dire quand un politicien se trouve que non, je n'ai plus de popularité, il descend vers la jeunesse katangaise. Il dit, bon, maman, je suis là. Mais vous savez que les Kassaïens doivent partir. C'est fini. Au lieu de présenter des projets, de dire la vérité aux jeunes, réfléchissons un peu sur le loi là-bas. Où vont les minéraux? Qui utilise les minéraux? Qui fait quoi avec les minéraux? Aujourd'hui, les Chinois sont en train de venir. Que font nos fils? Qu'est-ce qu'ils profitent? Nous devons voir clair. Nous pouvons appeler le président de la République. Nous pouvons constituer un comité des jeunes pour parler au président de la République. On ne va pas vous ouvrir cette porte. Non, on n'ouvre pas la porte aux jeunes. Les jeunes katangais n'ont pas ces initiatives de dire que non, nous pouvons voir le président. Vous pensez, que font les autorités? Ils vous poussent à vous révolter contre l'autorité établie. Quand Kabila était là, vous vous étiez révolté contre lui. Non, Kabila, ce n'est pas notre frère. C'est vous qui nous avez dit que Kabila n'était pas votre frère et que c'est vous qui lui avez donné le nom. Ce sont vos leaders. Nous, on savait tout ce que Kabila, il avait reçu le nom de Kabangé, tout ça. C'est vous-même, les Katangais, qui nous avez dit ça. Vous voyez? Quand il s'agit de votre intérêt, vous pouvez vous détruire vous-même, vous pouvez sacrifier votre jeunesse. Aujourd'hui, la seule chose que je demande aux leaders katangais, c'est d'aider cette jeunesse à élever les débats. Regardez les jeunes dans les débats, ils ne rêvent pas. Les jeunes katangais ne rêvent pas. C'est difficile de trouver un katangais qui a réussi à implanter son parti politique dans toute la RDC. Si Moïse a pu réussir, ce n'est pas parce que Moïse est populaire. Beaucoup de gens qui suivaient Moïse, ils le suivent à cause de son argent. Ça, je vous dis la vérité.
Moïse Katumbi était suivi à cause de son argent. Si même aujourd'hui certains Katangais sont derrière Kabila, vous voyez, non, les chefs Katangais sont derrière Kabila. Ils ne sont pas derrière Kabila parce qu'ils aiment Kabila. Parce que s'ils aimaient Kabila, Moïse n'allait pas combattre Kabila. Ils allaient s'unir et maintenir Kabila au pouvoir. Moïse avait la popularité pour mener Kabila jusqu'à la présidence. Ils se sont détruits entre eux quand il s'agit de leurs intérêts. Et maintenant, quand les choses ne marchent pas, ils reviennent vers la jeunesse katangaise, les pousser à se révolter contre l'autorité établie. Et les jeunes sont utilisés, ils sont tués, ils sont envoyés par-ci par-là, on les tue. Et ils sont contents là, ils se cachent là, ils disent, ouais, nous devons chasser. Vous chassez Félix Tshisekedi, qu'est-ce que Félix vous a fait? Dites-moi, aujourd'hui, ici, il faut dire, qu'est-ce que Félix a fait au Katanga? Il vous a fait quoi? C'est parce que vos politiciens vous ont dit que Félix est mauvais. Dans l'entretemps, il travaille avec lui, il mange son argent, et vous, les jeunes, vous êtes sacrifiés. Non. Je vais dire ceci aux jeunes Katangais. D'abord, changer de lutte. Vous ne pouvez plus lutter pour les mêmes luttes de Tchombe. Les Kassaïs doivent partir. Tout ça, même si les Kassaïens partaient, sachez qu'il y a les gens qui vont les remplacer. Ce sont les Indiens et les Chinois. Et vous, vous n'en profiterez rien. Ces débats-là ne vous mènent nulle part que servir les intérêts des politiciens. Le vrai débat de jeunes Katangais aujourd'hui, en fait, c'est un conseil. Vous pouvez m'insulter ou ne pas m'insulter, c'est votre problème. Qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, je vous donne un conseil. Vous pouvez le prendre. Si vous êtes sage, vous le prenez. Si vous ne comprenez rien, c'est votre problème. Mais moi, je suis en train de vous donner un conseil. Constituer une jeunesse consciente de Haut-Katanga, une jeunesse consciente de Haut-Katanga, Haut-Lomami, et puis de Lualaba. Vous voyez, vous constituez une jeunesse consciente. Venez voir le président de la République. Posez-lui vos problèmes sérieux. Par exemple, à Kamina, vous avez des problèmes très sérieux. Kamina, c'est une zone très importante. C'est une intersection de plusieurs provinces. Kasaï, Katanga, Olomami, et toutes ces choses qui peuvent venir de l'Afrique du Sud pour aller vers, ça doit passer par Kamina. Kamina, c'est un grand centre, un très grand centre. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver les leaders de Olomami élever une voix. La jeunesse de Olomami s'endort derrière un combat qui n'a même pas d'importance. Les Katangais, nous sommes des Katangais. Non mais les Katangas n'existent plus. Je ne sais pas combien de fois je vais vous répéter ça. Les Katangas n'existent plus. Beaucoup. Écoutez, il y a les Balubakat de Tanganyika. Il y a les Balubakat de Olomami. N'est-ce pas? Maintenant, quand vous êtes en train de vous fédérer vos efforts, est-ce que vous êtes en train de regarder l'avenir de votre province? Vous vous battez pour le Haut-Katanga. Vous vous battez pour le Lualaba. Les minéraux sont au Lualaba. Ils ne sont pas au Haut-Lomami. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre conscience de dire que non? Nous allons constituer une jeunesse. Une jeunesse consciente. Par exemple, au Haut-Lomami, vous constituez une jeunesse très puissante. Laissez un peu ces histoires de politiciens qui sont en train de vous tromper. Réveillez-vous. Allez voir le chef de l'État. Posez-lui des problèmes sérieux. Posez au président des problèmes sérieux. Imaginez que chaque fois que le président arrive, vous le boudez. Bon, d'accord, vous le boudez. Mais finalement, qui va parler pour vous? Vos députés que vous avez élus, ils ne parlent pas pour vous. Vous connaissez combien de députés qui parlent pour les Haut-Lomami, ici à Kinshasa? Non, donnez-moi le nom d'un député qui a déjà parlé pour les Haut-Lomami. Combien de députés parlent pour le Katanga? Combien de députés parlent pour le Lualaba? Vous devez être conscient de votre province. Les Haut-Lomami est en train de souffrir. Il n'y a pas d'électricité. Les chemins de fer, ça ne marche pas. L'agriculture ne marche pas. La jeunesse est là. Elle ne réfléchit pas. Elle est toujours en train de rêver que Tshisekedi va partir. Quand Tshisekedi partira, Kabila va venir. Et puis quand Kabila va venir, maintenant, vous-même les jeunes, vous avez quelle pensée par rapport à votre province? Le Lualaba est en train de recevoir plusieurs... Aujourd'hui, bientôt là, je crois que les Américains vont installer un système qui va commencer à prendre les minéraux vers l'Angola et puis c'est fini. Qu'est-ce que la jeunesse de Lualaba est en train de réfléchir? Vous n'avez pas de club de réflexion par rapport à la situation qui se passe dans votre province. Il n'y a pas de club de réflexion. Il n'y a pas de jeunes qui réfléchissent par rapport à tout ça. Vous proposez des solutions au président de la République. Vous, c'est seulement nous allons chasser les Kassai. Écoutez, le monde aujourd'hui a évolué. Ce n'est plus le monde où on doit commencer à se chasser, à s'entretuer à cause de provinces. Nous devons évoluer à penser comment faire
développer notre province, comment amener le développement dans notre province. Il ne faut pas penser que non, ma province n'évolue pas à cause de tel. Non. Aujourd'hui, dans chaque province du pays, on a mis un fils du pays. Un fils de la région, un fils de la province. Au Katanga, c'est un fils de la province qui est là. Au Lomami, un fils de la province. Lualaba, une fille de la province. Maintenant, pourquoi la fille de la province ne peut pas réfléchir au développement? Vous voulez seulement que ce soit le président qui pense. Commencez par votre gouverneur. Parlez avec votre gouverneur. Donnez-lui des idées. Donc, vous n'avez pas des idées à part les insultes. Cessez la guerre de Tchombe. Cessez la guerre de Kyungwaku Mwanza. Cette étape est déjà passée. Réfléchissez à l'avenir de votre province. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne vais pas vous abandonner. Insulter ou ne pas insulter. Oubliez cette histoire de Kabila. Mes frères, Katangé, oubliez l'histoire de Kabila. Trouvez-vous de nouveaux leaders. Vous avez une influence terrible par rapport aux minéraux. Vous avez un mot à dire dans ce pays. Par rapport aux minéraux. Les Lualaba pouvaient produire chaque année un premier ministre. Non, je vous dis la vérité. Les Lualaba pouvaient produire chaque année un premier ministre. Comme le Congo central. Chaque année, pouvaient produire un premier ministre. Pourquoi? Les budgets que vous présentez à la RDC, c'est un grand budget. Au lieu de réfléchir par rapport à ça, bah, écoutez, c'est votre problème. De toute façon, nous, on vous donne des conseils. Merci. Nous allons vous parler des dettes que le président Félix Tshisekedi doit payer pour terminer la guerre de l'Est. Cette guerre de l'Est n'est pas en soi une guerre, mais c'est un message. La guerre de l'Est n'est pas la force des multinationales, mais c'est un message. Nous sommes tous d'accord que si Dieu décide pour la paix, qui peut s'opposer? Mais alors, la question, pourquoi Dieu alors ne se décide pas pour la paix? Le président Félix Tshisekedi n'est-il pas en train de prier? N'y a-t-il pas de serviteurs de Dieu autour de lui? Alors pourquoi cette guerre perdure malgré les prières, malgré tout les sacrifices que les enfants de Dieu sont en train de faire? Le président Félix Tshisekedi a des dettes envers Dieu. Il doit payer les dettes. La nation congolaise a des dettes envers Dieu. Elle doit payer des dettes. Quelles sont les dettes que le président Félix Tshisekedi doit payer? La première dette vient d'être payée. La dette des sportifs. En 1974, on vous l'avait dit. Mobutu avait ridiculisé les sportifs, malgré leurs efforts. Ils ont amené la nation à la gloire. Coupe d'Afrique. Ils sont partis, premier pays d'aller à la Coupe du Monde. Quand ils sont rentrés, ils avaient été ridiculisés, humiliés. Alors qu'ils avaient fourni un très grand effort. On leur avait privé leur argent. Et en plus, on avait pris l'argent des contribuables de peuple, comme un effort de guerre qu'on a donné pour le sport. Et beaucoup de gens avaient pleuré. Alors, ce que le président a fait avec les sportifs, j'aimerais qu'ils soient accueillis avec honneur et que le président puisse les récompenser, afin que cette dette sportive que Mobutu avait laissée puisse être payée et que des vies humaines puissent être consolées. La deuxième dette que le président avait, c'est la dette de l'armée. Il fallait en même temps honorer les militaires, ces militaires qui ont tout donné pour ce pays. Ils ont signé un pacte et plusieurs militaires étaient morts dans la pauvreté, dans des conditions difficiles. Il fallait à un certain moment payer aussi la dette des militaires. Et le président a fait un très grand effort. Nous sommes en train de voir tous comment est-ce que les militaires sont en train d'être équipés. Et je prie pour qu'on stabilise aussi la vie des militaires, des policiers, qu'on puisse leur donner des conditions. Il y a beaucoup de dettes dans ce pays que le président doit payer. Qu'il organise l'armée, qu'il organise les soldats, qu'il paye, qu'on construise des camps. Construire les camps ne coûte rien. Avec déjà des maisons préfabriquées qu'on avait commencé, on pouvait construire plusieurs camps. Les policiers, ce ne sont pas des gens qui peuvent habiter à la cité. Ce sont des gens qui doivent avoir des camps. Ça ne coûte rien à la RDC de construire des camps. Avec la construction chinoise aujourd'hui, on peut construire même 1000 camps autour d'une année. Je dis bien 1000 camps. Les Chinois sont capables. Avec la contribution de tous, l'argent qui entre par-ci, par-là, c'est question juste de suivre. C'est un problème que le président doit résoudre, les policiers et les militaires. C'est une dette que le président doit payer. Il y a une autre dette que le président devrait payer pour terminer seulement cette guerre. Dieu a mis Félix là. Quand vous parlez de la mission, vous parlez de quelle mission? C'est la mission de payer la dette. La RDC a une dette. Le président Félix doit corriger.
Il doit payer les dettes. Il doit essuyer les larmes des gens. Ce n'est pas fini. Il doit travailler avec les militaires. Et maintenant, là, il faut donner déjà aux militaires un asile, un lieu de repos, là où ils peuvent vivre avec leurs enfants, dans de bonnes conditions. Rappelez-vous que les militaires, des gens qui donnent leur vie pour la nation, regardez la vie de leurs enfants. Qui ne connaît pas ce qu'on appelait les soldats, les enfants des soldats? On savait toujours que les enfants des soldats, c'était des enfants qui n'étudiaient pas, des enfants qui étaient compliqués, leur vie compliquée. Mais il faudra quand même que quelque part, que les enfants des soldats aussi aient de bonnes conditions de vie et des conditions d'études. Déjà, quand le président a fait, il a construit Camp Tchatchi ici, il a construit des écoles, la gratuité de l'enseignement, les militaires peuvent... Il faut améliorer les conditions des militaires. C'est une dette qu'il faut payer. Quand vous parlez de la mission, c'est ça la mission de Félix. Il doit payer la dette. Dieu est en train de vous regarder. Il attend la dette des militaires. Payez cette dette. Faites les efforts que vous faites à la guerre. Ce n'est pas grave. Mais ce que Dieu attend, il faut être là où Dieu attend. Le président doit payer cette dette des militaires. Les policiers. Plusieurs policiers sont en train de pleurer. Jusqu'aujourd'hui, ils pleurent que le président paye la dette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les bonnes conditions de tous les policiers. Déjà, il faut commencer à construire des camps pour les policiers. Un endroit où ils pourront vivre pour toujours, où ils n'auront pas à souffrir, préparer leur repos. Les militaires souffrent après le travail. Ils souffrent beaucoup. De bonnes conditions de vie. Ils ont souffert depuis Mobutu. Ils ont continué à souffrir. Déjà, le président a fait un très grand pas avec les militaires. Mais il ne faut pas s'arrêter. Donner de très bonnes conditions aux militaires, même pendant qu'ils sont en guerre. Donner de bonnes conditions aux militaires, envoyer des vivres, envoyer la nourriture, qu'ils ne manquent pas à manger. Ça, c'est la deuxième dette que le président doit payer. La troisième dette, c'est la dette des travailleurs de l'ONATRA. L'ONATRA a beaucoup travaillé. Même pas seulement l'ONATRA, tous les chemins de rail. Il y a la SNCC, il y a l'ONATRA. Ils ont beaucoup donné. Ils ont beaucoup donné. Mais on les a aussi beaucoup volés. Ce qui fait que les autorités qui volent l'argent, ils sont libres. À cause des partis politiques, les organisations politiques. Le peuple souffre. Les gens meurent. Le président doit payer cette dette. Aujourd'hui, c'est ça la mission. Quand vous dites, Félix a une mission, c'est la mission que Dieu lui a donnée. La guerre, l'air n'est rien. La guerre, c'est Dieu qui décide aujourd'hui et cette guerre s'est terminée. Le président est là pour payer les dettes. Il a payé les sports. Il doit arranger les policiers et les militaires. Il doit le faire. Il est obligé de le faire. La guerre va se terminer. Dieu va s'occuper de lui. Dieu va s'occuper de cette guerre. Qu'il paye la dette. C'est une guerre, c'est un message, cette guerre que vous voyez. C'est une prophétie. Payer la dette des gens de la Poste, la dette des gens de l'ONATRA. Ils sont morts, beaucoup, avec des dettes. Dernièrement, le président a tenté. Je crois qu'il a donné dernièrement 20 millions pour les gens de l'ONATRA. Je ne sais pas s'il avait vérifié si cet argent était arrivé ou pas. Monsieur le Président, pensez aux gens de l'ONATRA. La guerre va se terminer. Je vais vous raconter une histoire. David pleure. 3 ans de famine. La situation ne change pas. On est parti lui dire par le prophète, il y a un problème dans ce pays. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Dès que vous allez essuyer les larmes de ces gens qui pleurent, la guerre va se terminer. La famine va se terminer. Le président doit payer la dette. Vous voyez cette histoire des victimes de Frivao et tout ça, les victimes de guerre. On a mis le Holocauste. Hein? Ah. Vous voyez tous ces noms qu'on a mis là. Trouvez un moyen. Mais déjà, le mémorial comme vous l'avez fait là, c'est déjà une dette que le président vient de payer. Sinon, nos morts vont aller partir en vain. Ça, c'est une dette que le président a payée. Mais ce n'est pas fini. On va voir les victimes de la guerre. Ne fût-ce que leur donner quelque chose, ne fût-ce qu'une petite consolation. Parce qu'on ne saura pas payer leur dette. Comment on peut payer la vie de quelqu'un? C'est difficile. Mais déjà, le mémorial que le président a fait, c'est une dette qu'il a payée. C'est un deuil qu'il vient d'organiser pour tous nos morts qui sont morts à l'Est. Près de 15 millions d'habitants avec l'Holocauste. C'est une dette. Sur le plan spirituel, vous ne voyez rien. C'est déjà une dette que le président Félix Tshisekedi vient de payer. Ça nous conduit vers la fin de la guerre. Mais il reste une dette. 2. Il reste 2 dettes que le président doit payer. La première dette, c'est l'équilibre entre les politiciens et la population. Le budget de l'État est beaucoup plus consommé par les politiciens, les leaders, les ministres,
les institutions qui est la population. Il faudra que le président Félix Tshisekedi établisse cela. C'est pourquoi, déjà là, parce que la guerre qu'il y a là, la plupart des cas, ce n'est pas la guerre contre la population, c'est contre les autorités. Dieu n'est pas content, mais c'est que les autorités s'enrichissent derrière le dos des gens. Lisez ça dans les livres de Proverbes d'Ésaïe 3, verset 14. Dieu dit, j'entre en jugement avec les anciens de mon peuple, parce qu'ils sont en train de manger. Dans leur maison se trouve la nourriture des pauvres. Les salaires des pauvres se trouvent dans leur maison. Ésaïe 3, verset 14. Faites lire ça au président, qu'il connaisse. Faites lire ça l'histoire de David. La guerre se termina, la famine se termina quand David a réglé les problèmes des Gabaonites. Le président doit payer les dettes. La troisième dette. Le président doit équilibrer. Il ne faudra pas qu'aujourd'hui, que les enfants, les Congolais commencent à regarder certaines personnes très riches, les autres très pauvres. Non, il faut mettre l'équilibre. Les politiciens ne doivent plus manger l'argent du peuple. Et la dernière dette, monsieur le président, la dernière dette, vous l'avez avec Dieu. Vous aviez promis à Dieu, monsieur le président, pourquoi vous êtes cherché des problèmes? Le président s'est cherché des problèmes. Vous avez promis à Dieu que chaque le 24 juin, nous reviendrons ici pour rendre grâce. Le mois de juin, où est-ce qu'on a rendu grâce? On a vu des pasteurs défiler pour le changement de la Constitution. Où est-ce qu'on a rendu grâce? Monsieur le président, vous aviez promis à Dieu. Vous allez commencer à rendre grâce chaque le mois de juin. Où est-ce que vous avez rendu grâce? Payez la dette de Dieu. Chaque mois de juin, rendez grâce à Dieu. Dieu, on ne lui promet pas et on ne réalise pas. Le Rwanda n'est pas fort. Dieu va terminer cette guerre. Même l'Europe, même s'ils se réunissaient à 1000, ils ne feront rien. Mais payez juste les dettes de Dieu. Dieu vous a donné une mission de payer les dettes. Payez les dettes des Congolais. Payez les dettes de ces pays. Que Dieu vous bénisse. Faites arriver ce message au président de la République. Merci beaucoup.